je suis accompagnée aujourd'hui de Michael des éditions CED et qui est donc spécialisé pour la partie mise en production. Donc, la dernière fois, nous avions eu un intervenant concernant vraiment la structure et l'organisation de la maison d'édition. Donc là, on va faire un petit focus sur cette partie fabrication à l'aide avec Michael pendant cette petite heure. Alors, en introduction, je vais faire une brève présentation du BTS édition. Alors, pas pour nos étudiants qui sont actuellement en cours avec nous, pour les personnes de l'extérieur qui nous auraient rejoints. Ensuite, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour avoir un petit peu plus de renseignements. Donc, le titulaire du BTS édition, bien souvent, on va travailler dans des structures de maisons d'édition, mais pas seulement. On peut travailler également, donc, bien sûr, en librairie. On peut travailler également pour des grandes entreprises, services communication. On peut travailler également en bibliothèque. Il va y avoir pas mal de poursuites d'études également possibles. Et on peut également donc, trouver donc, de l'emploi également chez des fabricants ou se spécialiser sur certaines parties telles que l'illustration pour ceux qui auraient un petit côté un petit peu plus technique, je dirais, ou en tout cas créatif. Ce BTS, bien sûr, s'adresse aux amoureux, bien sûr, des livres en priorité. Quel que soit le baccalauréat, il est possible de préparer ce BTS en initiale ou en version également en alternance. Alors, souvent, la première année, c'est un petit peu plus difficile de trouver en alternance et on va trouver plus facilement en deuxième année lorsqu'on aura pu déjà acquérir certaines compétences. Alors, que fait exactement le BTS édition? Eh bien, finalement, le titulaire de ce BTS va être vraiment à l'interface entre un projet éditorial qui va porter par exemple la maison d'édition ou un auteur rencontré jusqu'au produit fini qui est le livre, donc qui va se trouver entre les mains du lecteur. Donc vous imaginez bien que cela représente beaucoup d'étapes. Alors des étapes bien sûr de travail sur le projet éditorial, donc où il va falloir réellement monter le projet. Selon un cahier des charges en général, où on va devoir respecter bien sûr un tarif, un délai bien évidemment et une qualité qui va être recherchée. Donc cela fait appel à beaucoup de prestataires. Donc le BTS édition va être un petit peu cet intermédiaire pour établir des devis, rechercher un photographe, rechercher un illustrateur, proposer une mise en page. Il y a un gros travail donc, qui se fait auprès de l'auteur, bien évidemment, pour mettre tout cela en place. Et ensuite, le livre va faire son parcours donc, de fabrication, voilà, que nous allons voir un petit peu plus en détail tout à l'heure avec Michael, et jusqu'en fait au distributeur, à l'acheminement voilà, de l'ouvrage. Donc, le BTS édition se trouve à l'interface entre tout ça. Donc, selon vos compétences, que vous soyez un petit peu plus littéraire, un petit peu plus artistique ou technique, ou que vous aimiez également le conseiller un ouvrage, pouvoir en parler. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir vous diriger vers tel ou tel type de structure. Ce BTS est relativement rare, donc nous le proposons sur l'ensemble de nos écoles Adonis ISK. Tous les profils, voilà, comme je vous le disais, peuvent être admis, le prérequis étant bien sûr d'être titulaire du baccalauréat. Ensuite, en termes de contenu de formation, donc bien entendu, il y aura cette fameuse partie concernant la fabrication. Une grosse partie de votre travail va porter sur la maison d'édition même, sa structure, son organisation, les différents produits éditoriaux également, parce que vous savez qu'il y a le livre papier, mais il y a également la version numérique. Il va y avoir des concepts aussi qui peuvent être à créer. Donc, cette partie-là, bien sûr, est vraiment le cœur de votre métier. Ensuite, toute la grosse partie production, avec tout ce qui va concerner l'image, le texte, la mise en page, les corrections, les différentes encres, les différentes qualités de papier, bien évidemment. Donc, tout ce côté-là, vraiment très technique, n'aura plus de secret pour vous. Vous allez travailler aussi sur les différentes reliures, ce que l'on appelle finalement le façonnage du livre. Et ensuite, vous travaillerez bien sûr à l'aide d'outils. Et c'est vrai qu'il est préférable d'être également à l'aise avec l'outil informatique, puisque vous aurez donc à traiter par exemple la mise en place de devis, l'élaboration de devis, mais également des mises en page, des illustrations. Donc au sein de nos instituts, vous travaillez en général sur des PC Mac, sur lesquels vous allez retrouver les différents logiciels, Illustrator, etc. Voilà, donc vous devrez vous servir de manière voilà, pour être très à l'aise, bien sûr, au moment de passer après votre examen. Et ensuite, à ce cadre-là, je dirais vraiment davantage cœur de métier, va s'ajouter également un cadre économique, juridique et managérial, puisqu'évidemment, la maison d'édition fait l'objet d'un management particulier, et qu'ensuite, eh bien, il est important de connaître justement ce côté environnement économique, puisqu'il existe, c'est vrai, une concurrence entre les différentes maisons d'édition.
Donc là, il est important de le connaître. Toutes les notions également, bien sûr, de rentabilité. Et vous avez tout le côté également juridique, puisque il va s'agir bien sûr d'établir des contrats avec des prestataires, des contrats également avec des auteurs. Donc tout cet environnement, le droit des sociétés, des règles et des normes, voilà, qui vont régir tout le monde de l'édition. Et enfin, vous travaillerez bien sûr sur un aspect très communication, avec comment est-ce qu'on échange avec justement tous ces partenaires. Donc vous l'aurez compris, c'est comme tous les BTS, un BTS qui est très professionnalisant, qui vous permet d'être efficace sur le terrain dès l'obtention de votre BTS, donc dès les 2 années d'études. Mais après, certains vont faire des poursuites d'études, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ce sera selon, bien sûr, vos affinités, vos compétences, donc soit plutôt vers les métiers du livre, soit vers quelque chose, par exemple, de plus créatif, ou alors aussi, certains vont se spécialiser pour le monde, justement, de la bibliothèque. Donc, toutes ces poursuites d'études, nous pouvons en reparler si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à recontacter l'école Adonis ISK et je ne vais pas empiéter davantage sur votre cours qui avait commencé avec un petit peu de retard. Je vais donc laisser la parole à Michael qui va nous parler donc de la mise en production. Michael. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Michael Barrière, je suis fabricant dans la maison d'édition CED et je vais vous parler des principes de base. Alors, surtout, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à intervenir. Moi, je n'ai pas envie de vous laisser sans réponse. Dès que vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous avez envie d'approfondir un peu, n'hésitez pas pour que je puisse vous donner les éléments. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est la colorimétrie. Donc, on va vous faire apparaître un petit tableau de ce qu'est la colorimétrie et dans la vidéo et aussi bien dans l'imprimerie pour vous expliquer les deux éléments. Donc, Sophie, si tu veux bien nous faire apparaître le petit PDF, s'il te plaît. Voilà. Vous avez 2 principes colorimétriques qui existent aujourd'hui. Vous avez le premier, le RVB, qui sert essentiellement pour les écrans et le CMJN qui sert essentiellement pour l'imprimerie. Donc, le principe, c'est de la lumière qui s'ajoute entre le rouge, le vert et le bleu pour le RVB. Donc, c'est des écrans. Moi, ça ne me parle pas, ce genre de choses. C'est des écrans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie print, donc la partie CMJN. Donc, on a 3 couleurs primaires. Le cyan, qui correspond à du bleu. Le jaune, qui correspond à du jaune, et le magenta, qui est un espèce de rose et quelque chose comme ça. Et vous voyez, là où on croise les éléments, eh ben, si on mélange du cyan et du jaune, ça nous donne du vert. Si on mélange du cyan et du magenta, ça va nous donner un espèce de violet. Si on mélange du magenta et du jaune, ça va nous donner du rouge. Donc, ce principe, cette trichromie, nous permet d'avoir quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Simplement, vous avez dû entendre parler de quadrichromie et tout d'un coup, je vous parle de trichromie. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Quand vous voyez, quand on superpose les 3 couleurs, ça nous donne un noir. Par contre, ce noir, il n'est pas très joli. Donc, on va rajouter du noir, un vrai noir, un beau noir, ce qui va nous faire notre 4e couleur et donc on va parler de quadrichromie. On pourrait très bien faire de la trichromie, mais ça ne nous permettrait pas d'avoir des éléments de profondeur que le noir va apporter, de relief. Voilà. Donc, voilà pour cette partie. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Maintenant, on va aller regarder un produit qui est fabriqué et on va aller le décortiquer et on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc, le produit que je pense vous présenter, c'est une mallette pédagogique. Donc, c'est une mallette imprimée pour les éditions 7 qui sont composées de plusieurs éléments à l'intérieur. On va revenir sur la mallette dans un second temps, on va aller voir l'intérieur. Donc, dans un premier temps, on a ce que l'on appelle un fichier ressources, c'est-à-dire un élément qui permet à l'enseignant de parler et d'avoir les connaissances qu'il doit transmettre à l'enfant. Bon, moi, le contenu ne m'intéresse pas. Par contre, en termes de fabrication, qu'est-ce qui m'importe? Il m'importe sa dimension. En imprimerie, on parle toujours de largeur, puis de hauteur. Ça, c'est un principe de base. On va parler de la finition et effectivement du nombre de pages qu'il y a à l'intérieur et de
comment elles sont imprimées. Donc, sur ce fichier ressources, on a une couverture, comme vous pouvez le voir, qui est en quadri, puisqu'on a l'ensemble des couleurs qui peuvent composer l'arc-en-ciel, qui sont faits de notre CMJN. On a un intérieur blanc de la couverture, donc on est sur un quadri recto seul, et avec une impression des pages intérieures qui est en noir seul et recto verso. Donc ça, ce sont des éléments fondamentaux à transmettre, à connaître, à maîtriser pour effectivement transmettre une demande de devis à un imprimeur ou transmettre une demande de fabrication à un fabricant interne. Donc, dans ces cas-là, et nous avons effectivement la finition. Donc, ce que vous voyez, ce sont des wayros, toujours bien définir notre système de finition. Donc, spirale, certains l'appellent, le terme technique, c'est de la wayro, ce qui permet de rassembler l'ensemble des pages dans un même document. On aurait pu avoir d'autres types de finition, on en parlera si vous voulez par la suite. Voilà. Donc, dans notre mallette, nous avons également des jeux de cartes. Donc, je vous montre les jeux de cartes. Donc, qu'est-ce qui est important dans un jeu de cartes? Ce qui est important, c'est combien de cartes est fait, le type de produit, de papier qui est nécessaire. Donc, on va venir effectivement définir la qualité de notre papier. Si tous les rectos sont communs ou pas, et comment sont les versos. Ici, on a un recto commun qui n'est fait que de magenta, et par contre, un verso qui est quadri. Donc, on a 20 versos quadris et un recto commun. La principale qualité de ce produit-là et information, c'est qu'ici, on a des coins arrondis. Donc, c'est aussi une manipulation pour l'imprimeur pour arriver à ça, donc toujours le définir. On pourrait avoir des cartes coupe dite normale, vous voyez, on a cette carte-là, où on a des coins carrés. Donc, généralement, sur les cartes, on est sur des coins arrondis, mais on peut avoir des coins carrés, toujours effectivement définir, toujours la dimension, la largeur par la hauteur. Les versos, comment sont-ils communs ou pas communs? Sont-ils quadris? Dans ce cas-là, vous voyez, on a du magenta, on a du cyan, donc on peut estimer que c'est de la quadri, parce que ce bleu-là ne sera pas un cyan pur, il y aura un mélange de magenta et certainement un petit peu de jaune, pour arriver à cette teinte-là qui est précisément là. Voilà. Donc, on a notre fichier ressources, on a nos cartes mots qui composent également notre mallette pédagogique, donc des cartes mots qu'on va pouvoir définir. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui nous importe? Effectivement, vous voyez qu'ici, c'est une matière qui est très solide, donc on va définir la matière, c'est une carte graphique. Une carte graphique, ça permet d'avoir une belle épaisseur, une impression, comme vous pouvez le voir, qui est quadri, parce qu'à la différence du cyan que vous avez vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus foncé, donc ça veut dire que dans cette couleur-là, on a du cyan, du magenta et certainement un petit peu de noir. Enfin, certainement, c'est sûr qu'il y a du noir là-dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, elle n'est que recto, toujours définir si on est sur du recto ou sur du recto verso, parce que ça va modifier complètement l'approche de fabrication de la part de l'imprimeur. Voilà. J'espère que pour le moment, je suis clair. N'hésitez pas à intervenir. Et on va parler de la partie complexe du produit. Donc, la partie complexe du produit, c'est notre mallette. Donc, je vais vous la montrer. Je suis en train de la vider pour vous la montrer. Donc, nous avons notre mallette qui est ici. Donc, elle est plutôt complexe à produire. Pourquoi? Parce qu'on est sur un support qui est épais, qui est du carton, et sur un support épais comme le carton comme celui-là, on ne peut pas avoir une impression qui soit aussi fine que celle que l'on voit si on imprimait directement. Donc, on va utiliser une feuille de papier qu'on va imprimer chez un imprimeur traditionnel, qu'on va venir coller et
contre-coller sur notre carton. Le terme exact, c'est contre-coller. Mais pour contre-coller sur notre carton, il va falloir protéger l'impression. Donc, vous voyez très certainement que ça a tendance à briller. Donc, on a collé une fine pellicule de plastique dessus qui s'appelle un pelliculage et qui va venir protéger l'encre d'imprimeur. On aurait pu utiliser un vernis machine, mais là, pour apporter le côté un peu brillant, un peu valorisant du produit, on va choisir un pelliculage. On a effectivement le choix sur plusieurs systèmes. Cette feuille de papier qui est imprimée sur un papier traditionnel, un 135 ou un 170 grammes, on vient la coller sur notre feuille de carton. Donc, c'est une machine, c'est une contre-colleuse qui vient faire ça. Et ensuite, vous voyez, ici, là, il y a des éléments de découpe. Et donc, on va venir découper notre carton exactement à la forme souhaitée. Donc ça aussi, ça va passer généralement par des presse-portefeuilles, où ceux qui ont un peu de connaissances peuvent voir certaines typos des anciennes machines d'impression qui vont pouvoir permettre de découper à la forme notre produit. On va bien sûr faire rajouter notre accessoire qui est la poignée que vous pouvez voir ici, la poignée jaune, qui est un élément plastique qu'on vient rajouter. Donc, on a notre mallette qui est composée de ça, qui est imprimée donc, en quadrille avec notre pelliculage, sur lequel on va déterminer une dimension. Donc, on va l'ouvrir intégralement pour lui donner sa dimension ouverte. Et ensuite, on va définir la dimension fermée, c'est-à-dire qu'on va dire à nos imprimeurs, à nos façonniers, je veux une mallette qui fasse tant de largeur, tant de hauteur, par tant d'épaisseur. Et en fonction de ça, ils vont, eux, acheter le carton, eux, acheter l'impression, eux, acheter le pelliculage, ou nous, on peut scinder la production. Mais dans ce cas-là, on a 3 interlocuteurs, c'est-à-dire un imprimeur, un contre-colleur et un découpeur. On peut y ajouter aussi celui qui va fabriquer la forme à découpe. Voilà. Donc, dans l'absolu, voilà comment est ce produit et comment il fonctionne. Donc, une fois que tous les éléments sont imprimés, en même temps d'avoir fait la mallette, on a fait la cale qui va permettre de rentrer les produits et de les fixer dedans. C'est le même principe que la mallette, c'est-à-dire qu'on a imprimé une feuille de papier dans ce bleu, qui est très probablement un scan directement. On a contre-collé notre feuille dessus et ensuite on a découpé pour qu'elle vienne servir de cale à nos différents éléments qui sont dedans. Si je vais trop vite ou s'il y a des éléments qui vous manquent, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc ensuite, on a défini avec le plus de précision les éléments qui composent l'intérieur de notre mallette. Donc, composition matière, donc papier, grammage, impression, dimension, quel type de produit on a, est-ce qu'on a plusieurs types de produits, et ensuite on va dire, voilà, je veux monter ma mallette avec cet élément, avec cet élément, avec cet élément, et ainsi de suite, et on va définir notre cahier des charges sur un produit qui est le Speak and Play des éditions 7, qui est un produit dit complexe parce que on a plusieurs technologies d'impression dans cet esprit. Donc, on revient à notre mallette. Notre mallette, elle est imprimée sur un papier. Donc, on va l'imprimer en offset. Une petite règle de base, enfin, une petite information sur l'offset. L'offset, c'est un principe qui permet d'imprimer très finement, très précisément, et on va jouer en offset sur le fait que l'eau et les corps gras ne se mélangent pas. On fait une vinaigrette, si vous, pour être plus simple. Quand vous faites votre vinaigrette, vous mélangez votre huile et votre vinaigre, ils ne se mélangent pas. Si jamais ils se mélangent, c'est très grave.
en imprimerie. Chez vous, vous faites ce que vous voulez. Mais en imprimerie, c'est très grave. Ça s'appelle une sèche et c'est catastrophique parce que vous allez saloper le bout. Donc, nos corps gras, c'est notre encre. Et partout où on ne veut pas de corps gras, ça va être l'eau qui va les chasser. Donc ça, c'est le principe de l'offset, c'est la non-cohabitation des corps gras et de l'eau. Donc notre encre offset est une encre à base de gras, essentiellement. C'était avant à base de gras d'hydrocarbures. Aujourd'hui, on est sur du gras d'origine végétale avec des teintes que l'on vient rajouter. Donc, on a notre impression offset. Nos cartes qui sont ici également, certainement imprimées en offset ou en numérique. On verra quelle est la différence. Notre fichier ressources tel qu'on l'a regardé tout à l'heure, lui, du fait de sa fabrication et de ses quantités, est une impression numérique. Donc l'impression numérique, juste pour vous donner une base, c'est le principe de votre imprimante de bureau à jet d'encre. C'est-à-dire qu'on a des têtes qui viennent projeter de l'encre là où il y en a besoin. Donc totalement différent de l'offset, c'est de la projection d'encre. Alors certains vont peut-être me dire oui, mais il y a l'impression numérique laser. Oui, le laser existe, donc je vais l'aborder, hein, il n'y a pas de souci. Mais déjà, je vous parle de l'impression jet d'encre quadri. Donc le jet d'encre quadri, on vient projeter toujours sur la base de notre cyan, magenta, yellow et noir. Donc on a nos 4 couleurs et on vient projeter des gouttelettes d'encre. Le principe dans l'impression numérique en jet d'encre, c'est qu'on exprime notre projection en picolitres. Donc ces picolitres, c'est vraiment infinitésimal. Et on vient projeter sur des petits carrés, ainsi de suite, qui viennent nous donner notre couleur. Pourquoi je peux vous dire que ce produit est imprimé en numérique? Parce que les quantités de production vont être faibles, donc on va privilégier l'impression numérique quand on a des quantités faibles, et parce qu'on n'a pas de frais de mise en route dans une impression numérique, c'est-à-dire qu'on met notre papier, il passe directement et il sort, il est bon. À la différence d'une machine offset qui demande une très grosse mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire, pourquoi en offset, ça nous demande une grosse mise en œuvre? C'est-à-dire qu'avant d'équilibrer notre mélange eau et corps gras, pour obtenir la couleur adéquate, ça va demander non seulement à peu près 200, 300, 400 feuilles de papier pour obtenir la bonne quantité. Donc, le principe, faible quantité, impression numérique, quantité importante ou quantité destinée à être transformée, impression offset. Voilà le principe. Je peux vous montrer également une feuille d'impression offset en sortie machine. Donc ici, on a la dimension. Donc je me cache un peu derrière le produit, je vais vous montrer. On a la dimension totale de notre feuille. Ici, nous avons une feuille qui fait 52, 74 à peu près, qui va nous permettre d'imprimer 2 à 3 dessus. Quand je vous parle de quadrichromie, ici vous avez votre gamme de couleurs que vous voyez qui sont définies, dans lesquelles on voit notre cyan, notre magenta, notre yellow et notre noir, que vous pouvez voir. Et ça, cette gamme qui est là, elle est fondamentale pour l'imprimeur car elle va lui permettre de voir ses densités de couleurs, si ces densités de couleurs sont justes. Ça, c'est fondamental. Ici, également, vous avez un petit élément, c'est un trait de coupe. C'est un repère de coupe. Cet élément que l'on va pouvoir appeler repère de coupe, ou que d'autres vont pouvoir appeler hirondelle, permet à l'imprimeur non seulement de repérer son recto verso, parce qu'elles doivent être exactement ajustées, mais également de permettre au massicotier, celui qui va venir découper le papier, de se repérer pour couper le document proprement et comme il faut.
et à la dimension souhaitée du client. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, d'accord, je continue. Donc, nous avons notre impression numérique. Donc, je reviens ici sur mon impression numérique. Mon impression numérique, ici, elle est laser. Donc, qu'est-ce que le laser? Le laser, c'est une espèce de cire. Donc, c'est une espèce de cire grasse qui est teintée à la couleur. À la différence du jet d'encre, où c'est un liquide soit à base d'eau, soit à base de solvant, qui va permettre de projeter la couleur. Donc, ici, c'est une cire grasse teintée. On va poser sur notre feuille de papier nos micro-billes de cire grasse colorée et ensuite on va monter le produit en température pour qu'il fusionne directement dans le papier. Donc la fusion, c'est-à-dire c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux directement. Donc on l'obtient en passant cette cire généralement entre 180 et 240 degrés suivant les épaisseurs de papier. Plus le papier est fin, moins on a besoin de chaleur. Plus le papier est épais, plus on a besoin de chaleur pour que les gaz colorés puissent rentrer dans le papier ou dans la fibre, comme pourront vous dire certains imprimeurs. Voilà ce qu'il en est pour l'impression numérique. L'impression numérique, alors je digresse un petit peu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez. L'impression numérique, elle a un avantage, c'est qu'elle va permettre d'imprimer de tout petits éléments comme de très grands éléments. Quand vous voyez les affiches extérieures de nos villes, elles sont imprimées en impression numérique essentiellement. Donc, l'impression numérique n'a pas de limite ni d'épaisseur, ni de matière, ni de taille. Donc, on va pouvoir imprimer du bois, on va pouvoir imprimer du verre, on va pouvoir imprimer du plastique, on va pouvoir imprimer tout ce que l'on veut grâce à l'impression numérique. Reste à choisir la technologie qui va s'adapter. Et ça, l'imprimeur est censé le connaître. Et l'impression offset, elle, ne permet dans l'absolu de n'imprimer que du papier. Parce que comme on est sur un mélange d'eau et de corps gras, c'est-à-dire que le corps gras doit rentrer dans le papier. Si on est sur du bois, sur du verre, sur des choses comme ça, le corps ne va pas rentrer dans le papier parce que le support va être imperméable. Tandis que le papier, lui, va être perméable. Donc, il va devoir boire notre mélange et le fixer. Et ensuite, on va laisser sécher notre papier avant de le modifier. C'est-à-dire ici, de le pelliculer, c'est-à-dire soit de le couper. Voilà. C'est pour ça qu'un imprimeur a besoin d'un peu de délai entre le moment où vous lui remettez les fichiers et le moment où il va vous livrer. Parce que entre le moment de l'impression et le moment de la transformation, il y a au moins 24 heures de séchage, si vous voulez. Voilà. J'espère que je suis à peu près clair là-dessus. Donc, on peut, sur l'impression offset, on a un avantage, c'est que c'est un avantage volumétrique. Ça permet une impression d'une très belle qualité dans des vitesses de production importantes. Aujourd'hui, les machines offset les plus rapides en feuilles tournent à peu près à 18 000 feuilles à l'heure. 21 000 pour les plus performantes, mais on est sur du 18 000. Quand on revient à la typo, l'origine de l'impression, celle que a déclaré Gutenberg, enfin a généré Gutenberg, on était maximum à 300, 400 feuilles à l'heure. Donc, l'impression offset nous permet une excellente qualité, une vitesse de production rapide, mais nous limite à des supports comme le papier. Alors que les autres outils vont pouvoir nous permettre d'imprimer sur du multi-support, du papier, du plastique, du carton, mais on aura des vitesses de production qui vont être beaucoup plus lentes. Si certains d'entre vous ont des connaissances, ils vont pouvoir me dire qu'on a
des impressions offset qui peuvent être beaucoup plus rapides. Oui, il existe des impressions offset qui vont être beaucoup plus rapides. C'est ce que l'on n'appelle pas de l'offset feuille, mais de la rotative. Sur de la rotative, on est sur le principe de l'offset. La rotative, c'est ce qui permet d'imprimer les journaux. Quand on imprime les journaux, ce sont des énormes machines, très grandes, qui vont pouvoir monter à 50, 60 000, et on ne va plus parler de feuilles, on va parler de tours, c'est-à-dire de rotation de notre cylindre dans l'impression. Et on va pouvoir monter à des cadences extraordinaires, infernales, on pourrait dire. Ça génère un bruit et une consommation énergétique colossale. Par contre, ça permet d'avoir des niveaux de production importants. Un journal, un quotidien, doit avoir des outils parce que le temps de production est relativement court pour des quantités qui sont énormes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle, quand on imprime les journaux, on appelle ça les rotatives. Ce sont des rotatives réellement parce qu'il faut imprimer dans un temps très court des quantités très grandes. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez remarquer que souvent, les journaux sont dans des dimensions qui sont beaucoup plus grandes que le standard que l'on connaît, parce que la rotative a une grande dimension, beaucoup plus grande que les machines offset, et donc vont pouvoir permettre d'imprimer sur des grandes tailles à des très grandes vitesses. La rotative permet la quadrille. Il n'y a aucune difficulté, et la qualité de la quadrille de la rotative est aussi bonne que la qualité de la quadrille d'une imprimante offset feuille. À quelques nuances près, mais de manière globale, c'est ça. On est sur le même principe, un mélange de corps gras et d'eau qui permet d'avoir une précision la plus fine possible. Voilà pour la partie offset et rotative. La partie typo, alors on va revenir sur un petit peu l'origine. Donc la typo, ça s'est construit sur des éléments en relief, c'est-à-dire que pour vous donner une petite image, quand vous voyez dans les albums de Lucky Luke l'imprimeur met ses corps, ses lettres à l'envers. Dessus, on vient passer un rouleau d'encre et on vient appliquer en force une feuille. Donc, on charge la feuille, on vient la presser et on la sort. On charge la feuille, on vient la presser. Donc, ça, c'est le principe de la typo. Aujourd'hui, la typographie est encore utilisée. On a des machines qui sont là depuis 50, 60 ans dans les imprimeries qui nous permettent de faire des gaufrages, c'est-à-dire des éléments légèrement en relief. Ça va nous permettre d'imprimer. Souvent, les faire-part sont faits en typo pour des questions de qualité d'image. Mais surtout, cet élément, la typo, nous permet de découper notre papier. Ça aussi parce que, comme on vient plaquer notre feuille contre un support, eh bien, il suffit, plutôt que d'avoir des lettres ou des éléments, d'avoir des éléments de découpe, des filets de découpe que l'on vient positionner exactement où l'on veut découper. Et quand on presse, on va créer la découpe. Donc, si vous avez besoin de découper, vous pouvez imprimer en offset et vous allez utiliser une typo pour découper derrière. Si vous voulez une impression de qualité, vous allez utiliser une impression offset. Si vous voulez une toute petite quantité, 50, 100, 250, 500 ex, vous allez utiliser une impression numérique. Donc, suivant le cahier des charges que la maison d'édition vous a donné sur les productions, vous allez sélectionner votre type d'imprimeur, votre technologie et les éléments. Vous allez définir votre papier, vous allez définir votre type d'impression, excusez-moi, je me reprends, et vous allez déterminer en fait votre produit en fonction de votre quantité, de votre qualité et de votre quantité, de votre qualité. Oui, c'est bien. Alors, on est dans une maison d'édition, donc je pourrais vous présenter également un roman. Donc, un roman, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un livre. Un livre. Ici, on est sur la balle rouge des éditions CED. On a
comme vous pouvez le remarquer, vous voyez ici, tout à l'heure, ça brillait quand je vous montrais la mallette TNP. Ici, ça ne brille pas. Mais il y a un pelliculage. La différence entre le pelliculage qu'il y a ici et que vous voyez briller et celui-là, ici, on est sur un pelliculage mat. Donc, il existe plusieurs types de pelliculage. On est sur une impression, comme vous pouvez le voir, quadri de la couverture et sur une impression intérieure qui est également quadri, puisqu'on a certaines pages qui sont, et je vous en montre une, comme celle-ci, qui sont en couleur. Donc, dans ces cas-là, quelle est la contrainte technique? Comment on définit ce produit? Donc déjà, on a notre roman, notre dimension, largeur par hauteur. On a notre couverture, comment elle est imprimée. Elle est imprimée quadri avec un pelliculage mat recto. Pas d'impression verso. Elle est composée de un certain nombre de pages intérieures. Je crois que c'est 218 pages. Donc, on va définir le nombre de pages intérieures. Et on va définir la qualité du papier. Donc ici, c'est une carte graphique 240 grammes avec un intérieur qui est sur un papier offset. Donc la différence entre un papier offset, ça veut dire qu'il n'est pas du tout lisse au toucher. À la différence d'un papier couché brillant qui est très lisse ou d'un papier demi-mat, il existe grosso modo 3 gammes de papier. Le papier offset, très peu lisse, pas du tout. C'est le papier journal, c'est le papier d'intérieur des romans, c'est sont des choses comme ça. À la différence du coucher brillant que vous allez retrouver sur les prospectus des supermarchés essentiellement, parce que ça enjolive l'impression. Et le standard qui peut être aussi un papier qu'on appelle un demi-mat, qui est un intermédiaire entre notre coucher mat, notre offset et notre coucher brillant. Donc je reprends mon roman, ma dimension, ma finition de la couverture, mon type d'impression intérieure, ma finition. Alors ma finition, ici vous voyez que c'est quelque chose qui est carré. Donc on appelle ça une finition dos carré collé. Toujours extrêmement bien définir sa finition parce que ça change tout. Rappelez-vous tout à l'heure, le fichier ressources, la finition, qu'est-ce que c'était? On était sur une finition de type Wairo. Ici, on est sur une finition de type dos carré collé. Donc, notre finition, le nombre de pages intérieures et effectivement la quantité. En fonction de la quantité, on va définir soit nous, pour des questions soit de qualité, soit de choix, soit l'imprimeur qui va choisir, soit de faire une impression offset, soit de faire une impression numérique. Vous imaginez bien que pour un roman, les quantités sont à un tel niveau qu'on va choisir de l'impression offset. Mais on aurait 500 romans à produire qu'on pourrait passer sans problème sur du numérique. Voilà. Donc, voilà dans les principes et les bases de produits que l'on peut avoir en édition. Le roman, vous voyez, je change de maison d'édition. Ici, on a un roman qui brille, donc on va choisir un pelliculage brillant, à la différence de celui-ci, qui est un pelliculage donc mat. On a un format, comme vous pouvez le voir, je vous le remontre. Vous voyez que le format est différent, donc toujours définir effectivement la différence du format. Mais sur le principe du roman, on est toujours sur notre finition en dos carré collé. Voilà pour les typologies de romans. On peut parler également de cahiers. Quand on est sur nos cahiers, quelle est la différence entre un cahier et un roman? Donc, déjà, on a un format qui est différent. Souvent, dans un cahier, on est sur notre format standard, qui est notre format A4, 21-29-7. On a notre couverture qui brille, qui est imprimée que recto. Et ici, par exemple, vous voyez, on a une pure bichromie, c'est-à-dire bichromie,
Quelle est la différence entre une bichromie et une quadrichromie? Ben, c'est qu'ici, on n'a que deux couleurs qui sont utilisées. Deux couleurs de la gamme quadri, c'est-à-dire notre cyan et notre noir. Donc, on pourrait tourner toutes les pages du cahier et on ne retrouverait que nos deux couleurs, notre cyan et notre noir. Donc, quand on définit les contraintes à l'imprimeur, il est effectivement très important de lui dire que notre intérieur n'est composé que de deux couleurs. Pourquoi? Les machines sont généralement en 4 couleurs aujourd'hui, en quadrichromie. Mais il peut y avoir des imprimeurs qui ont des machines de couleurs. Et effectivement, à l'utilisation, une machine de couleurs va coûter moins cher qu'une machine 4 couleurs. En tous les cas, on aura fait l'économie de nos plaques et on aura eu un calage offset qui aura été beaucoup plus simple à réaliser, donc avec moins de gâche papier. Donc une économie certaine, non seulement pour nos maisons d'édition, mais également pour l'imprimeur qui, lui, aura un travail dit facilité. On en revient à notre cahier. Donc, notre cahier, nous avons notre couverture, notre format. Comme vous voyez qui brille, eh ben, on a un pelliculage brillant, une impression quadri sur la couverture et un intérieur qui n'est pas imprimé. Notre intérieur de cahier, qui lui est imprimé donc en bichromie, cyan plus noir, sur un nombre de pages qui est de, ici, on est de 64 pages. Toujours, le nombre de pages intérieures doit être un multiple de 4. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une feuille de papier comme celle-là, donc ça, c'est notre feuille d'impression. Elle est composée de une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Donc, si vous avez un cahier où ce n'est pas un multiple de 4 pages, c'est qu'il y a un souci. C'est que soit il manque une feuille, soit il manque des feuilles, soit il y en a trop. Quoi qu'il en soit, ça ne peut jamais être impair, forcément, mais un cahier doit toujours être sur un multiple de 4. Donc, on en revient à notre finition. Tout à l'heure, sur le roman, on était sur un dos carré collé. Ici, comme vous pouvez le voir, alors j'essaye de vous le montrer, j'espère, vous voyez deux agrafes. Donc, c'est une finition dite simple qu'on va appeler piqué à cheval ou deux points métal. Donc, vous avez des finitions qui peuvent avoir un nom différent, mais qui peuvent être semblables. Donc, si j'appelle piqué à cheval, pourquoi à cheval? Parce que quand on les pique, ils sont comme ça. Quand on vient mettre les agrafes, le cahier est à cheval sur un support, ou ça peut être du deux points métal. Et ça, l'imprimeur va lui comprendre que vous utilisiez un terme ou l'autre, puisque lui, il a l'habitude. Voilà. Donc ça, mais la finition est un élément extrêmement important dans la définition de notre produit tel qu'on va le proposer et tel que vous allez l'apprendre en BTS édition. En BTS édition, on va vous apprendre effectivement les éléments de la quadrille, les éléments intérieurs, les multiples de 4, tous ces éléments-là. Et on va vous apprendre effectivement tout ce qui est finition des produits. Finition ou façonnage. Le terme existe dans les deux cas. On va parler de finition ou de façonnage parce que qu'est-ce que c'est le façonnage? C'est la transformation du produit imprimé pour être un produit final. Que ce soit un cahier, que ce soit un roman ou que ce soit un jeu de cartes. Chacun a une finition qui est particulière et qui doit être définie et qui fait partie de votre cahier des charges. Voilà. Donc, n'hésitez pas à, si vous avez des incompréhensions sur un élément, j'ai été très vite, je vous ai transmis beaucoup d'informations. Je ne sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas à intervenir, à faire savoir, ou si vous voulez que je revienne sur un des éléments que j'ai repris. Moi, je peux vous reparler de la mallette, parce que la mallette est un produit extrêmement complexe à fabriquer. Je pourrais, si vous voulez, vous décrire un tout petit peu
qu'est-ce qu'est un contre-collage? Même si je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, mais c'est effectivement un élément. Le contre-collage va permettre de coller une feuille de papier sur un support carton. Alors, rentrons un tout petit peu dans les détails, si vous le permettez. Ici, comme vous pouvez voir, vous avez un carton qui est cannelé. Mais ça aurait pu être très bien du carton qui est compact. Donc, vous pouvez très bien définir la matière sur laquelle vous allez contrecoller. Comme on est sur une colle qui est à base d'eau, donc on va être obligé d'utiliser un support dit poreux qui va pouvoir boire l'encre, boire la colle. Donc, voilà notre principe de contre-collage. Le contre-collage, c'est un principe. On va mettre en pression 2 cylindres, on mettra en pression notre feuille qui est encollée des 2 côtés sur notre support sur lequel on vient coller. Et donc, on vient passer dans une espèce de laminoir nos 2 éléments pour qu'ils soient collés et sur lequel, effectivement, comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas de bulle d'air. Donc, on va chasser tout l'air au fur et à mesure que ça colle. On est sur des cadences de production suivant les machines de contre-collage qui vont être d'aller à peu près 200 feuilles à l'heure pour les moins rapides et les plus artisanales, par contre, qui sont faciles à mettre en route, jusqu'à des cadences de 5-6 000 à l'heure sur les très grosses machines qui ont des cadences de production élevées, mais qui, elles, vont mettre du temps à mettre en route. C'est le principe de tout ce qui est imprimerie. Plus vous allez vite, plus vous voulez aller vite, parce que votre production est importante, plus votre temps de mise en œuvre et de mise en route va être importante. Par contre, la mise en route est chère, mais le temps de production va être déduit. Donc, si vous avez 200, 300 éléments, choisissez toujours plutôt quelqu'un qui a une machine qui va rentrer en fabrication, avoir des cadences de fabrication lentes, par contre, une mise en route et une mise en œuvre facile. Par contre, si vous avez des quantités de 10, 15, 20 000 ex, ou 50 ou 100 000 ex, on n'a pas de limite là-dedans, choisissez des machines extrêmement rapides sur lesquelles les frais de mise en route et de mise en œuvre sont chers, sont importants. Par contre, sur lesquels on a des cadences de production qui sont importantes. Donc, ce sont les éléments que vous allez apprendre dans le BTS édition qui vont vous permettre de sélectionner votre prestataire, votre fournisseur, votre imprimeur, votre façonnier, suivant vos quantités, suivant le produit fini que vous souhaitez. Voilà. Ce sont tous ces éléments-là que vous allez apprendre et qui sont nécessaires dans les maisons d'édition pour déterminer les produits. Donc, l'élément important dans une maison d'édition, c'est de définir de manière le plus juste et le plus fiable possible vos contraintes techniques produits. Donc, effectivement, la dimension, le papier, son grammage, la qualité du papier, sa finition, le produit tel qu'il est défini et la quantité, effectivement. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui vont vous permettre de constituer un prix, de transmettre un prix de revient au service édition, qui, lui, derrière, va pouvoir calculer le prix de vente et le positionnement du marché sur ce produit-là. Si le prix de production lui paraît trop élevé, il va diminuer le format, il va diminuer le grammage du papier, le service édition va pouvoir jouer sur le produit pour lui permettre soit d'être plus qualitatif, soit d'être moins cher tout en ne perdant pas du côté de qualité, le côté de joli, de beauté du produit, mais suivant le marché auquel il s'adresse. Si vous faites du beau livre, du livre d'art, vous allez avoir une démarche qui va être totalement différente parce que vous allez être dans des ouvrages qui peuvent monter à 300, 400, 500 euros. Donc, vous n'avez pas du tout la même façon d'appréhender le produit que quand vous sortez un roman qui va être vendu 5, 6, 7 euros. Voilà, on n'est pas du tout dans le même environnement. Donc, en fonction de ce que le service édition souhaite, c'est vous qui pouvez aller avoir, avec vos connaissances, la façon de constituer le produit
en définissant son cahier des charges. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Corinne, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, c'est très très bien, ça fait bien la jonction en plus avec ce que nous avions vu la dernière fois et c'est vrai qu'on voit l'importance de tous les termes techniques qu'il faut maîtriser pour parler le même langage avec les prestataires effectivement et arriver à avoir le résultat escompté. Donc c'était très intéressant. Bon, mais j'espère que ça vous a intéressé, que tous nos interlocuteurs ont trouvé des choses intéressantes. Je ne sais pas si certains ont des questions, n'hésitez pas, si vous le voulez, avant la fin du cours, n'hésitez pas à poser des questions. Non, Si c'était vous clair, avez- il n'y a pas de questions. Bon, ça vous a intéressé? Oui, c'était très bien. Merci. Bon, C'était très clair. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Michael, pour voilà, cette approche du métier, cette approche plutôt de production et de fabrication. Donc, je vous dis à tous à très bientôt. Voilà, je pense que nous allons refaire également d'autres cours comme cela, découvertes, voilà, qui ont l'air de bien vous intéresser. Après, pour ceux qui étaient nouveaux, je vais vous donner mon contact. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations un petit peu plus précises, je vous ai mis mon mail dans le chat. Voilà, je vous dis à très bientôt. Voilà, pour des nouveaux cours découvertes en BTS édition. Et bon courage à ceux qui passent l'examen cette année parmi nos étudiants. Et Michael, merci infiniment. Mais merci à vous tous. Si après vous avez des questions techniques, des choses comme ça, n'hésitez pas à donner l'information à Corinne et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou s'il y a des éléments particuliers sur lesquels vous voulez qu'on revienne, on pourra refaire peut-être soit une petite visio très courte, soit des choses comme ça. En tous les cas, voilà. Mais j'espère que je n'ai pas été trop technique et que je vous ai transmis l'envie de faire ce BTS édition qui est totalement passionnant. Bon, ça fait quelques années que je baigne là-dedans et je baigne dans l'encre. Que voulez-vous? Voilà, mais en tout cas, merci de nous avoir ouvert ton atelier. C'était très intéressant, effectivement. Voilà. Merci à tous. Beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.